Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite pour commencer, des stratégies de prévention ont déjà été mises en place par la commune urbaine d'Antananarive afin d'éviter l'introduction et la propagation du Mpox dans la capitale, a indiqué le directeur chargé de la santé publique au sein de la CUA. Parmi ces mesures figure le respect des dispositifs sanitaires mis en place au point d'entrée en provenance des autres régions avant l'accès à Antananarive. Des actions de sensibilisation sont également menées dans la capitale, notamment dans le secteur du transport où les contacts entre les usagers sont nombreux. Radraman Zatouf sur les images de Kevin Ravouniarsan. En raison de l'intense circulation des personnes entrant et sortant d'Antananarive en tant que capitale de Madagascar, le maire a donné d'instructions de renforcer les mesures de prévention contre le Mpox afin d'éviter la propagation de cette maladie dans la ville. Parmi les dispositifs de protection appliqués figurent ceux déjà utilisés lors de la pandémie de Covid-19, a précisé le directeur chargé de la santé publique au sein de la commune urbaine d'Antananarive. Le respect des consignes sanitaires au point de contrôle à l'entrée de la capitale est également requis, selon ses explications. La commune urbaine d'Antananarive appelle ainsi la population à respecter et à appliquer strictement les mesures de prévention en mettant un accent particulier sur le secteur des transports urbains, fortement fréquenté et caractérisé par une grande mobilité des usagers. Le directeur chargé de la santé publique à Antananarive a par ailleurs rappelé que seul le ministère de la Santé publique est habilité à publier les chiffres officiels concernant les cas suspects ou confirmés de Mpox. Renforcer le système immunitaire constitue l'un des moyens efficaces pour prévenir le Mpox, selon un professionnel de la santé. Les personnes vulnérables, notamment les diabétiques et les femmes enceintes, doivent bénéficier d'une protection renforcée. Toujours un reportage de Radraman Zatouf, mais sur les images de Anzara Zanarville. Au-delà des mesures barrières telles que le port du masque, l'évitement des contacts physiques, ainsi que l'utilisation de gel hydroalcoolique, les médecins insistent également sur l'importance du renforcement des défenses immunitaires pour se protéger contre le Mpox. Une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, contribue à améliorer l'immunité et constitue un moyen complémentaire de prévention, selon les explications du Dr Fid Barnien. L'immunité joue un rôle important dans la prévention du Mpox. Une bonne hygiène de vie et une alimentation saine permettent de mieux résister à l'infection. Le Mpox n'est pas une maladie systématiquement mortelle, précise le médecin. Toutefois, comme pour d'autres pathologies, des complications graves peuvent survenir en l'absence de prise en charge médicale. Il est important de consulter un professionnel de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Le respect strict des mesures de prévention est particulièrement recommandé pour les personnes à risque. Dans les actualités sociales, toujours, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans font partie des personnes les plus vulnérables en raison de leur manque de maîtrise de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Ils sont exposés à diverses formes d'abus. Parmi celles-ci figure la cyberviolence, un phénomène au sein duquel Madagascar figure parmi les 4 premiers pays africains les plus touchés. Dans ce focus, nous vous proposons des conseils pratiques à l'attention des parents afin de prévenir ces risques. Un reportage signé Felana Rektorsul. Plus de 53 000 images et vidéos à caractère pornographique impliquant des enfants originaires de Madagascar ont circulé sur Internet en 2022 selon un rapport de l'ONUDC. Cette situation est principalement liée au manque de communication entre parents et enfants, ainsi qu'à l'insuffisance de contrôle parental. Pourtant, les parents demeurent les premiers responsables dans la surveillance et dans l'encadrement de l'utilisation d'Internet au sein du foyer, notamment des réseaux sociaux et des moyens de communication tels que les messages et applications mobiles. Cela inclut le suivi des personnes avec lesquelles les enfants interagissent en ligne, ainsi que le contrôle des photos et contenus qu'ils partagent sur différentes plateformes. Classés parmi les personnes vulnérables, les enfants s'exposent à de nombreuses conséquences lorsqu'ils publient leurs images sur des pages ou des comptes valorisant l'apparence physique,
notamment le harcèlement, à l'école comme dans les sociétés, les agressions sexuelles et abus, les enlèvements, la fugue ou l'abandon du domicile familial, la dépression pouvant aller jusqu'au suicide si aucune mesure n'est prise. Afin d'aider les parents à mieux encadrer l'usage des réseaux sociaux et l'évolution rapide des technologies, la police nationale appelle à ne jamais publier, sous quelque forme que ce soit, des informations ou images d'enfants de moins de 18 ans sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Cette pratique est interdite par la loi, surtout en l'absence d'une autorisation écrite et signée par les parents, le tuteur ou le représentant légal de l'enfant. Toute infraction est punissable par la loi avec une amende allant de 1 million à 2 millions d'ariars, conformément à la loi numéro 2016-029 du 14 juillet 2016, article 17. Enfin, la police invite les parents à porter plainte sans hésitation en cas de situation suspecte afin de prévenir tout danger potentiel. En éducation, les élèves candidats aux examens officiels cette année se préparent déjà activement, comme constaté dans une école privée située à Bouimanarn. Pour cet établissement, l'objectif est de finaliser l'ensemble du programme au cours de ce deuxième trimestre afin de pouvoir entamer les révisions. Cette stratégie vise à améliorer le taux de réussite aux examens officiels selon les responsables. Détails sur les images de Yves Janel. Bien que les candidats au baccalauréat disposent encore d'environ 6 mois avant les épreuves de cette année, ils ont déjà commencé leur préparation. Mieux vaut s'y prendre tôt, explique-t-il, que de se précipiter à l'approche des examens. Dans cette école située à Bouimanarn, 75% du programme scolaire est déjà achevé en ce mois de janvier. La priorité est de terminer le programme afin de consacrer suffisamment de temps aux révisions, dans l'objectif d'obtenir de bons résultats, précise la direction. Au cours du premier trimestre, certains élèves ont en effet rencontré des difficultés, notamment dans les matières scientifiques, selon toujours les explications. À ce jour, les ministères de tutelle n'ont pas encore publié les dates officielles des examens. Toutefois, selon le calendrier habituel, le baccalauréat se déroule vers la fin du mois de juillet, le BEPC à la mi-juillet et le CEPE au mois de juin. Et puis, à ce jour, la liste officielle des jours fériés chômés et payés pour l'année 2026 n'a pas encore été publiée par les autorités compétentes. Toutefois, plusieurs dates sont déjà connues à l'avance, comme chaque année. En principe, les jours fériés sont au nombre de 15, mais ce nombre pourrait encore augmenter pour le cas de Madagascar. Felena Rakotarsoul. L'année 2026 se distingue par une configuration particulière du calendrier avec de nombreux jours fériés tombant un jeudi ou un vendredi ou encore un lundi, offrant ainsi plusieurs week-ends prolongés. L'année a d'ailleurs débuté sur ce rythme avec le 1er janvier 2026, suivi du 2 janvier, déclaré jour férié et chômé par décision du Conseil des ministres du 22 décembre, puis prolongé par le samedi et le dimanche. Autre constat, plusieurs grandes fêtes tomberont un vendredi, notamment la fête du travail le 1er mai, la fête nationale le 26 juin, ainsi que Noël le 25 décembre. À ce jour, le ministère de tutelle n'a pas encore publié la liste officielle des jours fériés chômés et payés pour 2026. Néanmoins, les dates habituellement observées sont déjà connues. Ainsi, les jours fériés généralement reconnus pour l'année 2026 sont les suivants. 1er janvier, jour de l'an. 2 janvier, jour férié et chômé et payé. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 29 mars, commémoration de l'insurrection de 1947. 5 avril, Pâques. 6 avril, lundi de Pâques. 1er mai, fête du travail. 14 mai, Ascension. 24 mai, Pentecôte. 25 mai, lundi de Pentecôte. 26 juin, fête nationale. 15 août, Assomption. 1er novembre, Toussaint. 25 novembre, Noël. 31 décembre, fête de fin d'année. Cela porte à 15 jours fériés, chômés et payés pour l'année 2026. Ce nombre pourrait toutefois être porté à 17 si les deux fêtes musulmanes, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha, sont reconduites comme jours fériés, chômés et payés, comme ce fut le cas les années précédentes. Ces dates restent en attente de confirmation officielle du ministère du Travail.
Par ailleurs, le nouvel an malagasy pourrait également être ajouté à la liste, conformément aux annonces déjà faites par le ministre de la Communication et de la Culture. Et chaque début d'année, elle trône sur la plupart des tables et rassemble petits et grands. La galette des rois, bien plus qu'un simple gâteau, est une tradition ancestrale qui traverse les siècles. Mais d'où vient cette tradition? Pourquoi partage-t-on une galette? Et surtout, que symbolisent les fèves? Réponse dans ce reportage. Chaque année, au mois de janvier, la galette des rois s'invite dans les foyers, les boulangeries et les pâtisseries. Feuilletée et garnie de crème frangipane ou parfois de simple crème, elle est indissociable de l'épiphanie célébrée le 6 janvier. Cette tradition remonte à l'Antiquité romaine. À l'époque, les Romains célébraient les Saturnales, une fête durant laquelle les rôles étaient inversés et où un roi d'un jour était désigné grâce à une fève cachée dans un gâteau. Plus tard, la tradition est reprise par la religion chrétienne pour commémorer la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Aujourd'hui, la galette est avant tout un moment de convivialité. Le plus jeune se glisse sous la table pour attribuer les parts au hasard, garantissant l'équité du partage. Celui ou celle qui découvre la fève devient roi ou reine du jour et porte fièrement la couronne. Avec le temps, la fève est devenue un véritable objet de collection, se déclinant sous toutes les formes. Mais au-delà de la gourmandise, la galette des rois reste un symbole de partage, de chance et de convivialité, marquant le début de la nouvelle année dans la bonne humeur. Les Malagasy pratiquent aussi cette tradition depuis une dizaine d'années. En économie, au deuxième trimestre de 2025, la liquidité bancaire a reculé à Madagascar. Les chiffres publiés par la Banque centrale montrent une baisse notable, mais sans danger pour le système bancaire. Malgré cette évolution, les banques ont continué à disposer des ressources suffisantes pour fonctionner normalement. Explication. Entre avril et juin 2025, la liquidité bancaire a diminué. Les facteurs autonomes, c'est-à-dire les éléments qui influencent naturellement la quantité d'argent disponible dans les banques, ont reculé de 225,4 milliards d'ariars. Concrètement, le niveau de liquidité est passé de 2887,2 milliards d'ariars à fin mars 2025 à 2661,9 milliards d'ariars à fin juin 2025. Une baisse significative, mais qui reste moins forte que celle enregistrée à la même période en 2024, où la diminution avait atteint 452 milliards d'ariars. Selon la Banque centrale, cette évolution est saisonnière et s'explique en grande partie par le calendrier des activités économiques et budgétaires. La principale cause de cette baisse provient des paiements d'impôts et de taxes. Les opérations entre les banques et le trésor public ont entraîné une sortie nette de près de 594 milliards d'ariars en faveur de l'État. À cela s'ajoutent les opérations sur les bons du trésor qui ont également absorbé une partie de la liquidité bancaire. À l'inverse, les échanges avec l'extérieur ont joué un rôle positif. Les opérations de change ont permis une injection nette de 333 milliards d'ariars dans le système bancaire, notamment grâce aux achats de devises réalisés par la Banque centrale et aux entrées de fonds liées aux projets financiers de l'étranger. Malgré cette baisse globale, les banques sont restées en situation confortable. L'écart entre les liquidités disponibles et les réserves obligatoires est resté positif, avec un excédent d'environ 269 milliards d'ariars à fin juin 2025. Sur le marché monétaire, les banques ont moins sollicité les prêts d'urgence auprès de la Banque centrale. Le recours à la facilité de prêt marginal a presque été divisé par 2, passant d'environ 8 884 milliards d'ariars au premier trimestre à 4 933 milliards d'ariars au deuxième trimestre. Parallèlement, les échanges d'argent entre banques ont augmenté, signe d'une meilleure circulation de la liquidité au sein du système bancaire. À la fin du mois de juin, le solde en compte des banques s'élevait à 2304,5 milliards d'ariars contre 2407,2 milliards d'ariars 3 mois plus tôt. Malgré la réduction de l'excédent, toutes les banques ont respecté les règles en matière de réserve obligatoire.
Et dans le cadre du programme de coopération aide sous forme de dons aux micro-projets locaux, l'ambassade du Japon à Madagascar a procédé à une remise officielle d'équipements médicaux au centre hospitalier universitaire de gynécologie obstétrique de Befelatanan hier. Renforcer la qualité des soins maternels et néonatals, c'est l'objectif du soutien apporté par l'ambassade du Japon au CHUGOB. Le projet prévoit l'acquisition et l'installation de plusieurs équipements médicaux essentiels, dont un ventilateur d'anesthésie, 4 onduleurs UPS, ainsi que 3 incubateurs. Ces nouveaux matériels visent à améliorer la prise en charge des patientes et des nouveau-nés, tout en renforçant les capacités techniques de cet hôpital de référence en gynécologie et obstétrique. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. C'est la 7e fois de leur histoire que les Lions de la Teranga parviennent à se hisser dans le dernier carré et la 3e fois en 4 éditions. Si le Sénégal a pêché dans la finition face au Mali, cette équipe reste celle qui fait la plus forte impression. France 24. Le Sénégal, c'est une des équipes qui m'a fait la plus forte impression jusque-là. Mais aujourd'hui, je les ai pas trouvés aussi rayonnants que d'habitude. Même Koulibaly, je l'ai trouvé un petit peu emprunté sur deux, trois actions qu'il arrive à annihiler sans difficulté. Il s'est retrouvé souvent à faire des tacles qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il a fait deux fautes, il a pris un carton. Je l'ai pas trouvé aussi rayonnant que d'habitude. En face, il n'y avait que, malheureusement, Sinayoko, parce que les Maliens ont choisi délibérément depuis le début du match, mais un peu à l'image que Xavier disait dans les émissions de tout le début. Pour le spectacle, on vient pas. Si c'est pour le spectacle, il faut pas aller voir ce Mali. Ce Mali a refusé de jouer, mais du coup, je sais pas si c'est peut-être parce que ce Mali a refusé de jouer que les Sénégalais sont retrouvés dans une situation inconfortable. Mais je les ai trouvés moins sereins aujourd'hui. Et les Lions de l'Atlas ont également décroché leur place en demi-finale. Pour la première fois depuis 2004, le Maroc a décroché son billet face à des Camerounais décevants et apathiques sur cette pelouse de Rabat. Les Lions indomptables sans solution face aux pays hôtes. France 24. Ah oui, c'était pas des lions indomptables, mais plutôt des lionceaux qui ont été totalement domptés. Il n'y avait qu'un seul lion ce soir au stade du Prince Moulay Abdallah, c'était bien celui de l'Atlas, le Maroc, qui a fait la différence encore une fois grâce à Brahim Diaz, l'attaquant du Real de Madrid, remplaçant avec les Madrilènes, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison avec le Maroc. Il est clairement l'homme fort de cette équipe. Il a marqué à chacune des rencontres des Lions de l'Atlas dans ce tournoi. 5 buts pour Brahim Diaz, évidemment. C'est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est vraiment intenable depuis le début du tournoi. Il l'a encore prouvé ce soir. Il a été dangereux plusieurs fois jusqu'à ce but, où c'est d'ailleurs Ayoub El Kaabi qui lui a fait la passe de la tête. Ayoub El Kaabi et Brahim Diaz, ce sont les deux hommes forts, même si ce soir, c'était bien plus Brahim Diaz qui a été plus en vue. En deuxième période, il y a eu ce deuxième but grâce à Ismaël Sebari. Et évidemment, les Lions indomptables, enfin, dans les 20 dernières minutes, ils se sont réveillés pour essayer d'aller au moins réduire le score et espérer ensuite égaliser. Mais ça a été une prestation beaucoup trop faible du Cameroun, qu'on avait souvent évoqué dans nos JT de la CAN depuis le début du tournoi, comme une équipe qui montait en puissance, malgré sa préparation difficile avec le sélectionneur David Pagou, nommé quelques semaines avant la CAN. Mais ce soir, clairement, les Camerounais ont été totalement décevants, souvent apathiques, incapables de se procurer des occasions de but. Il a fallu attendre la fin de match pour voir une frappe cadrée du Cameroun. Il y a eu 0 frappe cadrée durant plus de 60 minutes des Camerounais. Cette petite réaction en fin de rencontre a été totalement insuffisante. Quand vous n'avez pas d'occasion, de toute façon, c'est impossible d'aller plus loin dans ce tournoi. Le Cameroun qui avait fait un bon tournoi, une bonne compétition jusqu'ici. Vous allez sûrement en parler en plateau, décevante prestation des Camerounaises. En revanche, pour le Maroc, ça continue. Demi-finale. La dernière fois que les Marocains avaient atteint la demi-finale, c'était en 2004 où ils avaient été finalistes contre la Tunisie. En revanche, le contenu, la prestation des Marocains, il va y avoir encore des choses à dire. Vous savez que le Walid Regragui est souvent critiqué ici au Maroc pour le niveau de jeu affiché des Camerounais. Certains supporters disent même que Walid Regragui, c'est un peu le Didier Deschamps du Maroc. Il y a les résultats, il y a les victoires, mais question fond de jeu, question spectacle, c'est pas toujours au rendez-vous. Et pour terminer, alors que les manifestations se poursuivent en Iran et que la répression a fait plusieurs dizaines de morts, l'Amérique de Donald Trump devrait-elle intervenir comme elle l'a fait au Venezuela? C'est ce que réclame le fils de l'ancien Shah d'Iran en exil. France 24.
Alors, ce qui est sûr, c'est que les manifestations qui ont suivi le décès de Mahsa Amini ont initié quelque chose en profondeur. Elles ont fait l'objet d'une répression féroce qui a été efficace dans l'immédiat, mais en fait s'était reculé pour mieux sauter, tout simplement parce que la légitimité du régime iranien était hypothéquée, et on le voit aujourd'hui. Donc, mais simplement aujourd'hui, il y a quelque chose d'inédit par rapport au précédent mouvement. Si on remonte jusqu'à 2009, le mouvement vert, c'était une caractéristique politique pour contester les résultats truqués d'une élection présidentielle. Ensuite, il y a eu plusieurs vagues à caractère économique, notamment liées en 2019-2020 sur la hausse du prix de l'essence, et puis sociétale avec justement la contestation liée au décès de Mahsa Amini pour port du hijab mal adapté. Mais là, en réalité, il y a une convergence finalement de tous les paramètres. C'est la première fois, et c'est ça qui constitue la menace principale pour le régime iranien, c'est que ça rassemble. C'est d'abord une extension géographique à l'ensemble du pays, une extension transgénérationnelle, ce qui n'était pas le cas au moment de Mahsa Amini, c'était essentiellement la jeunesse. Et donc là, il y a un rejet massif, en fait, du régime de la République islamique, qui semble le condamner dans sa forme actuelle. Effectivement, quand il perçoit une menace à son endroit, effectivement, la réponse est répressive, même s'il y a eu des hésitations au début, on l'a vu, notamment de la part du président Pezeshkian, qui prenait un dialogue avec les manifestants en considérant qu'il y avait des demandes légitimes, y compris d'ailleurs, ça a été reconnu même par des membres plus radicaux du système iranien. Simplement, il y a un moment, les manifestations prennent une telle ampleur qu'il y a un risque de déstabilisation profonde, avérée, et le régime a le sentiment qu'il joue sa survie, ce qui est vrai, et ça légitime de son point de vue, effectivement, l'option répressive, qui a toujours été l'ultime option pour préserver sa pérennité. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir et rendez-vous dès lundi pour de nouvelles actualités. Bon week-end à tous.